Michel Onfray, votre lecture justement, ça, elle nous intéresse. C'est la guerre d'Algérie qui continue. Absolument. Je pense que c'est une grande humiliation de la France, c'est fait pour. Alors, C'est vraiment fait pour. Donc c'est un otage. Je rappelle quand même que Boualem Sansal, jusqu'à tout de suite, moi j'attends sa vraie libération avec des vraies images, etc. Mais il a été pris en otage. Et la France dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et l'Algérie dit, rien, on a décidé de vous détester depuis 1962, et puis ça va continuer. Donc c'est une victoire des humanistes, c'est une victoire des Allemands, mais ça n'est pas une victoire de la France, je suis désolée. Et effectivement, Michel Onfray a raison, cette guerre continue, cette rente victimaire est en permanence alimentée pour maintenir un système, je dis bien maintenir un système. Il est où en ce moment, Boualem Sansal? Il est dans l'avion? Ah là, il doit atterrir aux alentours de 18h30 en Allemagne. Donc, Et qui sera là pour l'accueillir en Allemagne? Est-ce qu'il y aura un représentant français? a priori non. A priori non. Là, vous me posez une colle. Il doit aller directement à l'hôpital suivre des soins et les soins sont pris en charge par l'Allemagne comme le transfert de Alger à Berlin. Je ne sais pas si vous avez des informations qui expliquent comment Boualem Sansal passe par l'Allemagne pour revenir en Europe. Gauthier Lebret. Ça fait plusieurs mois que Emmanuel Macron essaye de trouver un pays tiers pour jouer les intermédiaires entre la France et l'Algérie. Il a essayé avec l'Italie de Giorgia Meloni qui, il y a quelques mois, recevait en grande pompe Monsieur Tebboune, le président algérien, à Rome. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, visiblement, c'est plus que visiblement d'ailleurs, on est passé par l'Allemagne. J'ai vraiment l'impression que la France n'a pas joué le rôle moteur. Que pensez-vous de la libération de Boualem Sansal? Je pense que c'est l'homologue allemand qui a demandé au président Tebboune de le gracier. Comme quoi, quand on demande gentiment les choses, ça peut marcher. Avec Rataliou, ce tâcheron, ça n'a pas marché. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Un avion d'école d'Alger, direction Berlin. Et à bord, l'écrivain Boualem Sansal. Un vol qui pourrait sembler anodin, mais qui provoque une onde de choc, surtout à Paris. On a l'impression que la France a été mise devant le fait accompli. Comment on interprète ça, cette libération négociée par Berlin, complètement en dehors des canaux français? C'est une affaire qui concentre beaucoup de tensions actuelles. Il faut se rappeler le contexte. Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis plus d'1 an, un dossier très sensible. Oui, suivi de près ici. Exactement. Paris a tenté plusieurs fois, sans succès apparent, d'obtenir sa libération. Et là, coup de théâtre, c'est l'Allemagne qui intervient et qui réussit. Là où la France a échoué. Précisément. Et ça change complètement la donne. Ça soulève plein de questions sur les rapports de force entre Alger, Paris et maintenant Berlin. On va essayer de décrypter un peu les dessous diplomatiques de tout ça. Alors, la réaction à Paris, elle a été immédiate. Violente même. Le mot humiliation, on l'a entendu partout. Oui, en boucle. Certains analystes, je pense à Michel Onfray, parlent carrément de la guerre d'Algérie qui continue, mais autrement. Alors, simple libération humanitaire allemande, ou bien une manœuvre délibérée d'Alger pour mettre Paris sur la touche. Une véritable gifle diplomatique. Alors, regardons les faits. Des tentatives françaises, il y en a eu. Plusieurs. On parle même de requête directe du président Macron à son homologue Tebboune. Eh bien, restez lettre morte. Sans réponse concrète. Paris aurait même essayé, d'après certaines sources, de passer par l'Italie pour une médiation. Ah oui. Et l'Italie a dit quoi? L'Italie a poliment refusé. Probablement pour plusieurs raisons. Préserver ses bonnes relations avec Alger, surtout sur le gaz, c'est crucial pour Rome. Et puis, éviter de se retrouver entre Paris et Alger, quoi. Pas très confortable. On imagine. Donc, le contraste est saisissant. La France, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, n'arrive pas à faire libérer son ressortissant, et l'Allemagne, par une négo directe, discrète, y parvient. C'est ça qui est perçu comme un camouflet. Exactement. Et l'image finale, l'arrivée de Sansal à Berlin. Sans aucun officiel français pour l'accueillir, symboliquement c'est très fort, très dur pour Paris. C'est dur, oui. Symboliquement violent, vous disiez. Mais est-ce que cette focalisation sur l'humiliation, ce n'est pas aussi un peu le reflet d'une France qui a du mal à accepter que les temps changent, que Alger ne passe plus forcément par Paris pour parler à l'Europe?
C'est une excellente question. Cette idée d'Onfray, la guerre qui continue, est-ce que ça nous enferme pas dans une vision un peu dépassée, qui nous empêche de voir la stratégie algérienne et peut-être aussi les ambitions allemandes? Mais c'est toute la complexité. Il y a la perception française, forcément chargée d'histoire, d'affect. Et puis il y a la réelle politique. Pourquoi Berlin a réussi? Il y a plusieurs éléments de réponse. Lesquels? D'abord, la relation Algérie elle-même. C'est pas anodin. Berlin est considéré à Alger comme le deuxième partenaire stratégique en Europe. Juste après Rome. Ah oui, quand même. Oui. C'est une relation construite sur l'économie, bien sûr, le gaz, les investissements allemands, mais aussi sur une approche diplomatique différente. Différente comment? Moins paternaliste, peut-être? On a entendu parler d'un langage différent, plus respectueux. Est-ce que c'est ça la clé? Une simple question de forme? Ou est-ce que Berlin joue sa propre partie plus discrètement? Je crois que les deux sont liés. La forme, en diplomatie, surtout avec Alger qui est très attaché à sa souveraineté, la forme c'est aussi le fond. D'accord. Historiquement, on a vu des élus allemands, même au Parlement européen, avoir des positions plus, disons, mesurées sur les affaires intérieures algériennes. Parfois même en désaccord avec les pressions françaises. Ils qualifiaient l'affaire Sansal d'anterne. Et la démarche récente de Berlin, ça semble avoir été très calculé. Une requête présentée comme purement humanitaire, au plus haut niveau, de président à président, dans un cadre bilatéral strict, respectueux. Ça tranche avec ce qu'Alger a perçu comme des pressions françaises, des injonctions publiques. Voire de l'ingérence. Exactement. Donc Alger a dit oui à une demande d'un partenaire jugé important, fiable et surtout non intrusif. Tebboune répète sans cesse qu'il refuse les diktats extérieurs. Le refus à Paris et l'acceptation pour Berlin, c'est cohérent avec cette ligne, finalement. Donc l'Allemagne, elle fait pas juste un geste humanitaire. Elle avance ses pions stratégiquement. Elle renforce son image à Alger, ce qui n'est pas négligeable vu le contexte énergétique. Tout à fait. Et elle montre son efficacité là où Paris a échoué. C'est un coup de maître assez silencieux. C'est une interprétation qui tient la route, oui. L'Allemagne consolide sa position au Maghreb, une zone où elle a des intérêts croissants, économiques, sécuritaires. Et elle le fait avec une méthode qui contraste avec celle de la France, perçue, à tort ou à raison, comme plus frontale. D'accord. C'est une illustration de la reconfiguration des équilibres de puissance en Europe et autour. L'Allemagne joue sa carte avec ses intérêts. Et elle le fait plutôt habilement, il faut le reconnaître. Venons-en à la stratégie algérienne, justement. Ce silence d'Alger, il est frappant. Pas de communiqué triomphal, rien. Juste l'acte, Sansal est libéré, il part à Berlin. Cette diplomatie du silence, c'est peut-être ça leur force, hein? C'est une communication par l'acte, par le non-dit. C'est assez typique de la diplomatie algérienne, en fait. Le message, il est très clair, sans qu'ils aient besoin de parler. Et quel est ce message, selon vous? Le message, c'est « point ». L'Algérie est souveraine. Elle choisit ses partenaires. Elle traite avec ceux qui la respectent. Point. En disant oui à Berlin juste après avoir dit non de façon répétée à Paris sur le même sujet, le signal envoyé à la France est limpide. Une façon de dire, point, on diversifie nos relations, on sort du face-à-face exclusif avec vous. C'est exactement ça. Sortir de cette relation souvent tendue, conflictuelle, avec l'ancien colonisateur, ça colle parfaitement avec la doctrine de souveraineté, de refus de l'ingérence, martelée par Alger. Oui, mais cette stratégie, elle ne convainc pas tout le monde. J'ai lu des critiques, notamment dans l'opposition algérienne ou certains médias, qui retournent l'argument. Pour eux, ce n'est pas une affirmation de souveraineté face à Paris, mais une soumission à Berlin. Oui, j'ai vu passer ça. Voilà. Alger aurait juste changé de maître, en quelque sorte. Comment on analyse ça? Affirmer son indépendance face à la France en cédant à l'Allemagne? Ça semble un peu paradoxal, non? Alors, cette lecture de la soumission, il faut la regarder de près. Elle vient surtout de cercles déjà très critiques envers le pouvoir algérien. Mais est-ce qu'elle tient face aux faits? C'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que l'élément clé, c'est le rejet préalable des demandes françaises. Si Alger était dans une logique de soumission systématique, pourquoi résister plus d'un an à Paris, qui mettait quand même un certain poids politique dans la balance? C'est vrai. La plupart des analyses, même en France, où l'on parle d'humiliation, reconnaissent plutôt la manœuvre comme une affirmation de souveraineté algérienne vis-à-vis de la France. La décision de libérer Sansal via Berlin s'est présentée comme une prérogative du président Tebboune, exercée dans le cadre d'une relation bilatérale jugée saine avec l'Allemagne. Donc, au lieu d'une soumission? Il semble plutôt qu'Alger ait réussi un coup de tactique.
Transformer ce que Paris voyait comme une carte de pression, le cas Sansal, en un avantage diplomatique pour Alger. Ils ont montré qu'ils fixaient les règles. On répond positivement à une approche jugée acceptable, on bloque une approche jugée inacceptable. Une démonstration de force tranquille alors ? Reprendre le contrôle du récit, choisir son rythme, ses partenaires ? C'est l'interprétation la plus cohérente, je pense. Une façon de signifier, fermement mais sans conflit ouvert, que l'époque où Paris pouvait espérer obtenir des choses par la pression ou en jouant sur l'histoire, cette époque est peut-être évolue. D'accord. L'Algérie veut traiter d'égal à égal avec les puissances européennes, en privilégiant celles qui respectent ses lignes rouges. C'est une adaptation aux nouvelles réalités mondiales. Élargissons un peu. Au-delà du cas Sansal, est-ce que cet épisode ne marque pas un tournant plus durable dans les équilibres au Maghreb ? Est-ce la fin de cette relation spéciale, quasi exclusive entre Paris et Alger ? C'est la grande question. Cet événement, c'est un symptôme assez spectaculaire d'une tendance de fond. La France n'est plus l'interlocuteur obligé d'Alger en Europe, si elle l'a jamais été complètement. L'Allemagne s'affirme. Oui, l'Allemagne montre qu'elle peut être efficace sur des dossiers sensibles. Et il ne faut pas oublier l'Italie, très importante pour Alger, qui doit observer tout ça de très près. Et Alger qui joue sur ses rivalités. Exactement. Alger semble maîtriser cet art de la diversification, utiliser les intérêts divergents des Européens pour augmenter sa propre marge de manœuvre, se positionner en acteur pivot. Ce qui nous amène à la question qui fâche pour Paris. Est-ce le début d'une marginalisation durable de l'influence française dans la région ou juste une nouvelle secousse dans cette relation toujours compliquée ? Marginalisation durable, c'est peut-être un mot fort. Les liens France-Algérie sont tellement denses, humains, économiques, culturels. Mais Paris peut regagner le terrain perdu. Comment ? Il faut tout réinventer. Faire le deuil d'une certaine prééminence. Il est clair que Tari doit prendre acte de ce changement. Continuer comme avant, en misant sur une préséance historique ou une diplomatie jugée pressante, ça semble voué à l'échec. Alors, quoi faire ? Pour reconstruire quelque chose, il faudra sans doute une mue profonde. Respecter scrupuleusement la souveraineté algérienne, essayer de dépassionner la relation, la sortir de l'ornière mémorielle constante, identifier pragmatiquement les points de coopération où les intérêts convergent. C'est une remise en question énorme pour la diplomatie française. Oui, stratégique et même psychologique. Ça touche à des décennies de politique étrangère, à l'image que la France a elle-même. L'équation est complexe. Cette affaire Sansal, c'est vraiment un condensé. Fascinant. Ça révèle les non-dits postcoloniaux, bien sûr, mais surtout l'émergence de ce monde multipolaire, où les hiérarchies bougent, où les cartes sont rebattues en permanence. Absolument. L'Algérie semble décidée à affirmer sa place, pas par la confrontation systématique, mais par une gestion très stratégique de ses alliances. Et de ses refus ? C'est ça, une affirmation de souveraineté par la réelle politique, choisir ses partenaires, résister aux pressions, répondre aux approches jugées respectueuses, selon son propre agenda. C'est comme ça que les puissances régionales naviguent aujourd'hui. Elles exploitent les espaces, les rivalités entre les plus grands. Alors, pour finir, la question qui reste, qui écrit vraiment la suite de l'histoire des relations euro-maghrébines ? Pendant qu'à Paris, on dissecte encore la gifle, qu'on cherche les mots justes, Alger-Berlin, eux, semblent déjà passer à autre chose. Peut-être que la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'influence française recule, mais plutôt quelles concessions Paris devra faire juste pour revenir dans la partie. Parfois, un seul événement, un seul fait peut en dire très long sur des changements géopolitiques vraiment profonds. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment la libération d'un homme a pu devenir le symbole d'une toute nouvelle dynamique de pouvoir, une dynamique entre l'Algérie, la France et l'Allemagne. Alors tout commence avec ça. Un vol qui à première vue a l'air tout à fait ordinaire. Il décolle d'Alger, à son bord l'écrivain Boualem Sansal. Sauf que ce trajet, il n'a rien d'anodin, bien au contraire. C'est en fait le résultat de manœuvres diplomatiques intenses menées dans le plus grand des secrets. Et c'est là que ça devient fascinant. Le point crucial de toute cette histoire, c'est que la France, qui est quand même la nation historiquement la plus impliquée dans la région, est tenue complètement à l'écart. Pas consultée, pas informée, rien. L'opération se joue uniquement entre Alger et Berlin. Paris, de son côté, découvre l'affaire comme tout le monde, dans les médias. Stupéfaction totale. Et c'est là toute la question. Comment un geste qui semble humanitaire, la libération d'un homme, a pu être perçu comme un véritable camouflet diplomatique, une humiliation même. Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Ok, donc avant ce fameux vol pour Berlin, il faut savoir qu'il y a eu des mois de blocage. La France a vraiment tout essayé pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Mais à chaque fois, elle s'est heurtée à un mur, une fin de non-recevoir systématique de la part d'Alger.
Juste pour resituer, Boualem Sansal, ce n'est pas n'importe qui. C'est une figure intellectuelle majeure, très connue. Du coup, son incarcération a très vite dépassé le simple cadre judiciaire. C'est devenu un enjeu politique, un vrai symbole des tensions entre Alger et Paris. Paris a donc mis la pression de manière constante, répétée. Le président Macron lui-même a évoqué le cas plusieurs fois, sans aucun résultat. La diplomatie française a alors tenté une autre carte, passée par un médiateur, en l'occurrence l'Italie. Mais là encore, c'est un échec. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a refusé net pour ne pas risquer de froisser ses bonnes relations avec Alger. Bref, l'impasse était totale pour la France. Et c'est là qu'un nouvel acteur entre en jeu, discrètement. L'Allemagne. Et elle arrive avec une stratégie radicalement différente. Fini les pressions publiques et l'agitation médiatique, Berlin choisit la voie du dialogue feutré. Quand on compare les deux approches, franchement le contraste est saisissant. D'un côté, on a la méthode française, perçue à Alger comme une exigence, une injonction, presque un ordre. Et de l'autre, la diplomatie allemande, qui elle formule une demande, entre guillemets, une demande respectueuse présentée dans un cadre humanitaire, de partenaire à partenaire. Deux styles, deux ambiances, et surtout deux résultats opposés. Alors attention, ce succès allemand, il ne sort pas de nulle part. Il faut bien comprendre que Berlin et Alger ont des relations très solides. L'Allemagne est un partenaire stratégique de premier plan. Et petit détail qui a son importance, par le passé, des élus allemands avaient même défendu la position d'Alger au Parlement européen sur ce dossier en le qualifiant d'affaire interne. La demande de Berlin a donc été reçue comme celle d'un partenaire qui respecte la souveraineté algérienne. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la double lecture de cet événement. Pour Paris, c'est une humiliation pure et simple. Pour Alger, c'est une affirmation de souveraineté. Deux récits totalement opposés qui s'affrontent. Côté français, le choc est brutal. Dans les médias, les analyses sont sans appel. Les mots sont très forts. D'après cette lecture, ce n'est pas juste un contournement, c'est une manœuvre intentionnelle. L'idée, c'est que c'est une humiliation délibérée, que c'est fait pour ça. Et cette analyse va même plus loin. Elle ravive le poids de l'histoire. On sent un sentiment d'impuissance avec cette idée que les rôles se sont inversés. Ce n'est plus une simple affaire diplomatique, ça devient le symbole d'autre chose, de bien plus profond. Mais si on se place du côté algérien, la lecture est radicalement différente. Il ne s'agit pas du tout de faire un cadeau à l'Allemagne. Il s'agit d'exercer un droit. C'est une décision purement souveraine et surtout c'est un message à ceux qui ne nous respectent pas. Le message est donc très clair. L'Algérie agit comme elle l'entend et elle choisit ses partenaires. En fait, l'Algérie a mené ici ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de l'acte. Pas de grands discours, pas de déclarations fracassantes. Juste une action, une seule, mais qui dit tout. En répondant oui à l'Allemagne, Alger a envoyé un message très puissant sur sa capacité à agir en toute indépendance et à choisir ses interlocuteurs. Car au-delà de l'anecdote, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est un rééquilibrage beaucoup plus large. Les cartes des relations entre l'Europe et le Maghreb sont clairement en train d'être rebattues. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir ? D'abord que cette affaire signe sans doute la fin de ce qu'on percevait comme un monopole diplomatique français dans la région. Ensuite, elle positionne l'Algérie en puissance pivot, capable de jouer un rôle d'arbitre entre les capitales européennes. La preuve, ce nouveau dialogue stratégique avec Berlin, qui était, il n'y a pas si longtemps, l'apanage de Paris. Au bout du compte, on voit bien que la libération de Boualem Sansal, c'est le symptôme visible d'un basculement de fond bien plus important. C'est l'histoire d'une Algérie qui s'affirme, qui est maîtresse de ses choix, de ses partenaires et de son calendrier. Finalement, pendant que tout le monde commente et analyse, l'histoire, elle, s'écrit. Et cette métaphore, elle est puissante, elle résume tout. Et cette fois, c'est l'Algérie qui tient la plume. La question qui reste en suspens, c'est de savoir comment les autres capitales, et Paris en particulier, vont s'adapter. Ensemble, comment une simple affaire a pu, en fait, tout changer. L'Algérie agit, la France réagit. Retenez bien cette phrase, on l'a entendue partout, reprise par de nombreux analystes, et pour une bonne raison, elle capture l'essence même de ce basculement. Elle signale une inversion totale des rôles. L'initiative a clairement changé de camp, et c'est le cœur de toute cette histoire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Boualem Sansal. C'est l'histoire d'un écrivain algérien qui s'est retrouvé dans une situation délicate. Mais ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas vraiment la résolution de l'affaire en elle-même. Non, c'est comment elle a été résolue. Pas par la pression française, comme on aurait pu s'y attendre, mais par une médiation très discrète et surtout très efficace de l'Allemagne. À Paris, l'annonce a eu l'effet d'une bombe. Pour l'établissement politique français, le choc a été brutal. Ce n'était pas juste une surprise, c'était un véritable séisme. D'un coup, une réalité que beaucoup refusaient de voir était là, exposée au grand jour. En France, les retombées politiques ont été immédiates. Et c'est assez fascinant de voir comment la réaction d'une seule personnalité politique a semblé incarner, à elle seule, tout ce sentiment d'échec national.
Lors d'une conférence de presse, les observateurs ont décrit une Marine Le Pen méconnaissable. Agitée, la voix qui tremble, visiblement confuse, incapable de cacher son embarras. C'était l'antithèse totale de la posture de fermeté qu'elle essaie de projeter d'habitude. On avait vraiment l'impression que quelque chose de profond venait de se briser. Et puis, il y a eu cette phrase, qui a tout résumé. Elle a admis elle-même qu'elle ne savait pas encore comment réagir. C'était un aveu involontaire sans doute, mais qui reconnaissait ce que tous les analystes pensaient tout bas. La France venait de perdre la main. Elle ne dictait plus les règles du jeu avec Alger. On assiste ici à une collision frontale. D'un côté, il y a le slogan, le mythe d'une France forte, souveraine et influente. Et de l'autre, il y a la réalité des faits. Et les faits sont têtus. L'Allemagne réussit par le dialogue, là où la France échoue par la pression. Et surtout, l'Algérie affirme son autonomie de décision. Alors la question, c'est comment l'Algérie et l'Allemagne ont-elles réussi ce coup? Qu'est-ce qu'elles ont fait de si différent? Eh bien, leur méthode offre un contraste vraiment saisissant avec l'approche française. Et on va voir que ce n'était pas du tout de l'improvisation. En fait, tout se résume à deux philosophies diplomatiques radicalement opposées. D'un côté, on a l'approche française, perçue comme un mélange d'arrogance, de pression, de réflexes un peu coloniaux. Et de l'autre, la méthode allemande, calme, pragmatisme, respect, discrétion et délicatesse. Ce contraste a été absolument déterminant dans le résultat final. La réponse algérienne n'était pas du tout un coup de tête. C'était une stratégie parfaitement calculée en 4 tons. D'abord, résister à la pression française, ne pas céder. Ensuite, choisir un autre médiateur, l'Allemagne, ce qui était une manière très habile de prendre la main. Troisièmement, envoyer un message très clair. Les décisions se prennent à Alger. Point. Et enfin, tout mener sans émotion, avec une finesse stratégique et institutionnelle. Et cette réussite allemande, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite sur une relation de confiance déjà bien établie entre les deux dirigeants. Une confiance qui, selon les sources, a été renforcée par les visites médicales personnelles du président algérien en Allemagne. C'est ce lien, ce respect mutuel qui a tout rendu possible. Bon, maintenant qu'on a vu l'incident, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette affaire, c'est en fait le symptôme d'un changement géopolitique beaucoup plus vaste. Un changement qui est en train de redessiner complètement la carte du pouvoir en Méditerranée. La clé de la nouvelle stratégie algérienne, c'est la diversification. Fini le tête-à-tête historique et parfois exclusif avec la France. Aujourd'hui, Alger tisse des liens très forts avec la Chine, la Russie, des partenaires européens comme l'Italie et l'Espagne, la Turquie et même les États-Unis. En multipliant les partenaires, le pays réduit sa dépendance et s'affirme comme un acteur incontournable. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'analyse. Cet épisode n'est pas une simple anecdote. Il est devenu le symbole de la fin d'une ère, celle de l'hégémonie, ou du moins de la perception d'hégémonie de la France sur son ancienne colonie. Et en parallèle, c'est l'avènement d'une Algérie plus souveraine, plus confiante, plus décomplexée. Une phrase tirée des analyses résume tout ça de manière assez brutale. Le temps de la soumission est révolu. On ne parle plus d'un simple ajustement, mais bien d'une rupture. C'est la preuve que l'ancien rapport de force, il n'existe tout simplement plus. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Est-ce qu'on vient d'assister à un simple incident dans une relation historiquement complexe, ou est-ce qu'on est au contraire face au marqueur définitif d'un basculement historique de la fin d'une ère pour l'influence française? La réponse à cette question définira